Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le secrétaire ponctuel de cette invitation et bonjour à tous. Alors voilà, on va changer de registre un peu hein, et j'ai un peu de complexe parce que je ne vais pas vous présenter une analyse du œuvre, je vais essayer de survoler un problème complexe, polémique et rejeté par pas mal de gens. Comment s'appelle le peintre Antrios? Connu? Très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un Antrios. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde 200 000 francs. Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu chez l'adepte du bon vieux temps une arrogance vraiment stupéfiante. Comment peux-tu dire cette merde? Bon alors, pour essayer de vous faire aimer l'art contemporain, je pense qu'il faut d'abord essayer de le comprendre un peu. Alors c'est un peu l'objet de mon intervention. Alors, pour fixer les idées, voilà, je vous propose quelques définitions sur l'évolution de l'art, d'une manière très générale. Il y a d'abord l'art classique qui suit les canons bien définis et qui imite et idéalise la nature avec le sens du beau. Hein, c'est la transgression de la figuration. Ensuite, il y a eu l'art moderne, qui représente ce que la photo n'a pas pu représenter, donc à partir, grosso modo, des années 1875 avec les impressionnistes. Ensuite, il y a eu l'art contemporain. Attention, c'est pas l'art contemporain avec une transgression totale, avec une préhistoire, le début, vers 1910, avec les ready-made de Marcel Duchamp, et c'est presque toujours un art conceptuel. Il y a là, à ce moment-là, une sorte d'expérimentation avec transgression, dématérialisation, conceptualisation, etc. Et ce n'est pas vraiment l'objet qui fait l'œuvre. On décrit, on raconte, et le discours est le point central. Et c'est quelquefois des œuvres qui ne sont pas reproductibles. Hein, impossibilité, par exemple, de reproduire une installation à l'identique. Alors la question, est-ce un art élitiste? Ça, on nous a mis. Alors, en tant que scientifique, moi je vous propose le plan suivant. Hein. Quelques mots sur la beauté, donc l'art était lié au beau. La transgression, le mouvement vers l'abstrait, avec un exemple de Claude Viala que vous avez abordé rapidement. Ensuite, toujours la peinture qui est survivante. Ensuite, l'art conceptuel et les installations, avec l'arrivée de la science et les vidéos, les performances et l'incompris. Alors, la beauté, est-ce que, disons, l'art est lié au beau? Peut-être parce que la beauté, donc, est une émanation qui relie intrinsèquement la nature et les arts. Alors, Richt, qui était donc le secrétaire de Rodin, donc le poète allemand, disait que, je cite, « Le beau n'est rien que le premier degré du terrible. À peine le supportons-nous, et si nous l'admirons ainsi, c'est qu'il néglige avec dédain de nous détruire. »
Alors, je vous ai marqué ici quelques éléments que je pense importants, entre autres un texte de Luc Ferry, hein. L'activité artistique est une démarche qui tente de représenter dans un matériau sensible. Et c'est là qui est intéressant parce que c'est une diversité du matériau. Le papier, la pierre, c'est les couleurs, les sons, et puis maintenant les supports numériques, et même évidemment le corps humain. Hein? Grâce à sa mise en forme, c'est une vérité tenue pour supérieure. Avec deux variantes qui évoluent selon le contexte historique, la représentation artistique dans ses principes et ses moyens, et la notion de vérité supérieure. Hein? Ce n'est donc plus la figuration du veau-titre. Alors, quelles ont été donc ces mutations? Alors, la représentation artistique a évolué de belle, agréable, harmonieuse, mystique dans l'art classique. Elle devient choquante dans l'art moderne, puis dans l'art contemporain. Et cette vérité supérieure, hein, qui a évolué, qui venait du divin, du sacré, elle devient décapante. Donc, on savoure la beauté voluptueuse, gratifiante, et on tremble maintenant devant la puissance du beau, et on interroge l'effet esthétique qui peut faire du bien et ou du mal. Vers l'abstrait, alors, avant d'arriver vers l'abstrait, moi je peux donner quelques éléments que je considère importants, comme la naissance de l'art moderne non figuratif. Attention, je ne parle pas de l'art contemporain, c'est l'art moderne non figuratif. Deux dates qui semblent clés, donc 1839, la découverte de la photographie, et dans les années 1870, l'arrivée de l'impressionnisme. Et juste après cette date, et avant la Première Guerre mondiale, dans les années 1910, 1915, il y a eu, comme je l'ai indiqué ici, des éléments qui paraissent importants. D'abord l'aquarelle abstraite de Kandinsky, les peintures métaphysiques de Chirico, le premier collage intégré de Picasso qui sera suivi par d'autres artistes. En 1913, premier ready-made de Martin Bouchard, et en 1915, le suprématisme de Malevich. Alors voilà ces tableaux clés, hein, vous voyez Kandinsky, The Chirico, La nature morte à la chaise scannée de 1912 de Picasso, et tout à fait en bas à droite, un des premiers tableaux de Malevich sur le suprématisme. Alors le suprématisme est toujours un tout petit peu abstrait, donc je me permets de faire un petit rappel sur ce qu'était le suprématisme inventé par Malevich. Malevich, 1878, excusez-moi, 1935, et qui a écrit un manifeste en 1924. Donc, ce mouvement est né en 1915, donc c'est une abstraction géométrique absolue, une peinture libérée de toute représentation, la couleur n'étant travaillée que pour elle-même, pour une sensibilité picturale pure. Donc, voilà, grosso modo, comment on peut voir l'art moderne. Et l'art figuratif est arrivé après, je dirais, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, avec aussi quelques éléments qu'on peut considérer comme des éléments clés. D'abord, en 1955, au Japon, un groupe, Guntai, qui avait fait une exposition, et pour entrer dans l'exposition, il fallait crever une toile, premier point. En 1955, aux États-Unis, Rauschenberg avait demandé un dessin à son ami de Koenig, dessin qu'il détruira. Et en France, Yves Klein, en 1958, avait organisé une exposition sur le vide, à la galerie Iris Clair à Paris. C'était donc une salle d'exposition où il n'y avait rien du tout. Et par opposition, quelques années après, en 1960, donc il y a eu l'exposition sur le plein d'Armand. Donc voici donc quelques mouvements, il y en a eu d'autres, mais c'est des choses quand même qui paraissent importantes. Et beaucoup de commentateurs, d'historiens de l'art considèrent que
c'est à ce moment-là qu'il y a eu la naissance vraiment de l'art contemporain. Alors, 4 grandes démarches, une quête de l'inconscient avec tout un tas d'écoles fissonisme, expressionniste, surréalisme, l'art abstrait, saisir les forces et les faiblesses de la société, c'est l'art engagé, l'hyperréalisme, les installations, les vidéos. Ensuite, interroger les mystères de la matière, c'est Arte Povera, c'est Support Surface, né à Montpellier pratiquement, et interroger sa propre expérience face à l'artiste avec l'art comme expérience vivante et éphémère d'exploration du réel en dehors de la démarche cognitive. Donc, en d'autres termes, pour comprendre, éventuellement aimer, et ça j'aimerais pouvoir vous faire aimer un peu ça, c'est s'y livrer, s'y laisser aller, et comme on vit une expérience déroutante, pour mieux trouver ça. Alors, en tant que scientifique, je vous ai fait un petit schéma. Un petit schéma qui essaie de résumer tout ce que je viens de dire. Un schéma limité avec, disons, une horizontale ici. Au-dessus, ce serait l'art moderne. En dessous, c'est l'art contemporain. Avec, disons, les années clés, 1910-1913. Au-dessus, nous avons donc, vous voyez très bien, Duchamp avec le ready-made, etc., l'abstraction et l'art conceptuel qui viendront un peu ensuite. Mais d'un autre côté, il y a eu aussi des peintres qui continuent à faire de la vraie peinture. Matisse, Picasso, le peintre chez nous, il y a Lissoula. Mais il faut bien voir, à mon avis, la différence, c'est l'horizontale qui est traitée, c'est l'art moderne en haut et l'art contemporain en dessous. Et j'ai également fait une autre césure, si vous voulez, c'est le trait qui s'affiche, avec, je dirais, un art intellectuel à gauche et un art, disons, plus sensuel. Bon, tout ça, c'est évidemment très schématique, c'est très difficile, si vous voulez, d'essayer de s'y retrouver dans tout ça, mais quand même, dans l'art sensuel, il faut même bien considérer que la peinture reste souvent un moyen d'expression. Avec ici des artistes, il y en a évidemment énormément, mais que j'ai voulu un peu souligner, Soulages, bon, ensuite Gaziev, artiste allemand, je n'en dirai 2 mots, et Viala. Alors justement, dans cet art sensuel, j'ai pris l'exemple de Viala, qui, comme vous le savez, c'est un artiste qui vit toujours, il est nîmois, il est né en 1936, et qui fut figuratif avant d'être abstrait. Et à travers ses œuvres, tout comme celle de Soulages, que vous connaissez, on perçoit clairement les troubles qu'ils ont eus devant 2 réalités qui structurent notre environnement. La couleur et la lumière. Couleur surtout pour Viala, et lumière pour Soulages. Alors, leurs réponses sont données en utilisant pour base, pour choc, dirons-nous, la répétition. Donc, c'est l'empreinte pour Viala, que vous allez voir, et c'est toujours la même couleur pour Soulages, c'est le noir. Donc, l'empreinte de Viala, que vous voyez ici, bon, il fut donc avant figuratif, et je ne vous ai pas montré de tableau de Soulages parce que vous m'intéressez. Donc voilà un peu comment on peut voir. Mais à travers ça, il y a quand même la peinture qui est restée survivante. Et toujours, je reviens à mon schéma, et je vais vous parler d'artistes que vous connaissez peut-être ou pas, je ne sais pas, Anselm Kiefer et Baselitz. Et ensuite, je vous parlerai d'artistes plus jeunes qui travaillent toujours dans le domaine, donc vraiment du sensible figuré. Alors d'abord, voyons ces 2 peintres allemands, donc Anselm Kiefer, qui disait « L'histoire est un matériau comme le paysage ou la couleur ». Donc dans ses œuvres et à travers le pot, il perçoit le terrible. Donc ce plasticien qui est né en Allemagne en 1945, mais qui a vécu pas mal de temps
à côté d'ici, à Barjac. Hein. Et beaucoup de peintres allemands de sa génération, Gerhard Richter, Baselitz, Lüpertz, Polke, tout ça, ces artistes sont nés entre 1940 et 1945, et je suis un peu sensible pour les dates. Et donc, c'est des peintres qui étaient obsédés par ce qu'était le nazisme, la guerre et ses horreurs. Donc, les œuvres de ces artistes sont très engagées. Alors, ce sont donc des peintres allemands obsédés par le nazisme en utilisant des outils traditionnels. Hein, c'est la peinture, bon, quelquefois qui a évolué parce que, par exemple, Kiefer a travaillé des matériaux comme le plomb, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais avec quand même des sources religieuses ésotériques comme Talmud, la Bible, la Kabbale ou la Chine. Alors, en retournant ces peintures, on demande toujours pourquoi Baselitz a retourné ces peintures. Et bien, il me dit lui-même, en fait, c'est pour renforcer la dramatisation des sujets traités, pour marquer les limites qu'il y a entre figuration et abstraction. Donc, vous voyez que, par exemple, Baselitz a essayé de transcender vraiment la représentation classique pour augmenter l'émotion. Et ça, on va voir que ces émotions ont été retravaillées ultérieurement d'une manière différente. Et là, on va arriver à l'art conceptuel avec des installations et avec une arrivée quand même assez massive de la science et des vidéos qui sont dérivées de la science. Alors, je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il faudrait y passer des journées. Alors, la problématique de l'art conceptuel. Alors, comment le définir, mais volontairement, je ne vais pas vous parler du tout. Donc, je n'aborderai pas l'expressionnisme abstrait, l'inspiration du suprématisme, comme Pollock ou Rothko, ni de l'abstraction lyrique, comme Mathieu, Hartung, Zahovi, ni du mouvement Cobra, ni du papa, avec Andy Warhol, Jeff Koons, Armand, César et Alain Jacquet, qui a fait, pour les gens de Montpellier, son hommage à Confucius devant le rond-point de la fac des sciences. Ni le Black Mountain College, qui était un mouvement extrêmement important parce que on a eu l'occasion, il y a une trentaine d'années, de voir à Montpellier, dans le cadre du Festival de Znance, 3 de ces créateurs du Black Mountain College, je suis John Cage pour la danse, pour la musique, Rauschenberg pour les décors et Merce Cunningham pour la danse. Alors, je ne vous parlerai pas non plus du minimalisme, alors que nous avons un excellent exemple. Hein, et c'est Robert Morris, un Américain, qui a fait les vitraux de la cathédrale de Maglone en 2002. C'est un excellent exemple de minimalisme. Je ne vous parlerai pas non plus d'Arte Povera, ni de l'actionnisme viennois, ni évidemment du marché de l'art contemporain, parce que là, c'est une conférence évidemment à part. Donc, qu'est-ce que c'est que l'art conceptuel? Alors, vous voyez, bon, je ne vais pas vous lire ce qu'il y a sur la diapo, mais je vais quand même vous faire une petite remarque. Donc, en essayant de définir ce qu'est l'art conceptuel, ces remarques peuvent surprendre, mais contrairement à une opinion répandue, les créateurs actuels ne s'opposent pas à la définition dominante de la beauté artistique estimée dès le XVIIIe siècle par Kant dans sa critique de la faculté de juger, qui date de 1790. Donc, une œuvre d'art plaît sans finalité quelconque. Sa contemplation est quelque chose de gratuit, mais provoque un plaisir sans qu'on lui attribue un sens, mais elle invite à développer du sens. La forme en elle-même, telle qu'elle se forme, devient l'essentiel, c'est-à-dire ce qui va inspirer à celui qui la regarde l'envie de penser à l'essence des choses, aussi incertaines soient-elles. Et évidemment, une des conséquences, si vous voulez, des prolongements de cet art conceptuel, ce seront les installations qui sont des œuvres d'art qui sont à prendre en considération dans leur propre environnement. Alors, il y a eu quand même, avec ces installations, sur les 2 prolongements significatifs, c'était l'inspiration par et grâce à la science et l'arrivée de l'art vidéo.
Alors, bon, pour les Montpelliérains, je ne sais pas si je n'avais pas présenté déjà ces images, mais enfin, on peut se répéter. Donc, en France, il y a eu quand même, pour la sculpture, Nicolas Schoeffer, qui était un artiste qui a vraiment a utilisé, disons, les concepts artistiques, les concepts scientifiques au service de l'art pour ces espèces de constructions mécaniques qui sont en plus qui sont belles. Et en musique, il y a eu Xenakis. Xenakis, qui était donc un musicien et qui inventa le spatiodynamisme, c'est-à-dire, disons, un peu l'art multimédia. Il y avait la musique et il y avait le visuel avec des lasers, etc. Et là, ça est écrit disons, à bras le corps par d'autres artistes, comme Béjart, qu'on est servi, ou Pierre-Henry pour la musique. Et, par exemple, quand même, un petit point de détail, que Nicolas Schoeffer avait présenté certaines de ses œuvres en 2006 à la capitainerie de la Grande Motte. Et Xenakis, donc, dont on voit ici Polytope, hein, qui était une présentation, disons, au musée Cluny à Paris, et moi j'ai eu l'occasion de le voir, c'était assez sidérant à l'époque, hein, et il a présenté aussi une œuvre tout à fait créée pour Montpellier, hein, qui s'appelait Cagna en 1990, et qui a été à l'époque diversement appréciée par les auditeurs du Coran, ça je peux vous l'assurer aussi. Bon, alors les avancées récentes. Des avancées récentes au point de vue scientifique. Alors là j'ai pris un exemple que je vais montrer à Montpellier, excusez-moi pour voir la redite, mais c'est quand même intéressant parce que c'est vraiment la limite entre la science et l'art. Et c'est une construction, disons, réalisée par un artiste ingénieur coréen, Lon Chong-kin, relativement jeune, né en 1970. Bon, c'est un travail qu'il a exposé au pavillon coréen lors d'une dernière biennale d'art contemporain à Venise. Alors, la biennale d'art contemporain, c'était un peu moi, ma source d'inspiration. Hein, donc ça représente ça, mais en interconnexion des données scientifiques, mathématiques, physiques, astronomiques, philosophiques et anthropologiques, vous voyez, qui couvrent tout le système, le tout commandé par des ordinateurs en relation avec le cosmos. Et ça, moi je ne le connais pas personnellement, évidemment, mais il le dit qu'il est nourri par la philosophie de Gaston Bachelard sur l'imaginaire et la réalité. Donc vous allez voir son ensemble, il y a deux systèmes. Un système qu'il appelle Argos, hein, composé de tubes Geiger-Müller, et qui est connecté à un objet qui est en mouvement. Selon ce schéma, le cosmos, donc, qui capte des particules subatomiques muons, et l'ensemble est transmis par un système évidemment compliqué, chroma 5, et vous allez voir un peu le résultat de tout ça. Donc, deux éléments, un capteur donc, qui prend sa source dans le cosmos, et la réalité qu'il y a. Donc, c'est une métaphore de la création de la vie. Donc,
Donc, ce qu'il souhaitait, c'était aborder la globalité des problèmes philosophiques qui nous renvoient à notre propre finitude, à notre désir d'éternité, etc. Et c'est vrai que devant ces machines, que l'on peut trouver belles, parce que, bon, c'est beau, on voit, on s'interroge sur notre existence. Évidemment, on est loin de la peinture, mais c'est vraiment de l'art contemporain. Alors, quelques mots sur le cas spécifique des vidéos. Donc, c'est maintenant, une des représentations qui sont toujours présentes dans les expositions d'art contemporain. Sa naissance, si vous voulez, date des années 1960, et un des pères de ces créations, c'est un Coréen qui est naturalisé américain, qui s'appelait Peck, qui était décédé il y a quelque temps, et qui était d'abord aussi un artiste, disons, entre guillemets, conventionnel, classique, puisqu'il faisait partie du mouvement artistique Fluxus. Fluxus, c'est un mouvement qui est né vers les années 60 et qui prône le non-art, c'est-à-dire liberté, partage, amitié, etc. Et Peck fut un des pionniers de l'art vidéo en utilisant des téléviseurs associés à divers systèmes électroniques. Et c'est vraiment Peck a servi d'inspiration. D'inspiration en particulier à un artiste américain qui s'appelle Bruce Nauman, et c'est né en 1941, et qui est considéré, malgré son âge, nous avons lui-même, un des maîtres de l'art actuel vidéo. Et il utilise, pour mener sa réflexion sur la condition humaine, il prend son propre corps comme modèle. Donc, Nauman, qui a étudié les mathématiques, la physique, la musique et les arts plastiques dans l'université du Wisconsin, se filme très souvent seul, dans son atelier, en noir et blanc, et il a enlevé la couleur de manière à être concentré sur l'analyse qui fragmente son corps et le décompose. Dans l'exemple qu'on va voir, le spectateur, je vais vous montrer, le spectateur évolue au sein même de son œuvre sonorisée, projetée sur deux immenses écrans. Donc ces images qui sont, vous allez voir, désynchronisées, trouvent le spectateur et augmentent le sentiment de danger. C'est la vidéo appliquée au déconstructivisme où Nauman aborde le contrapposto d'une manière dynamique, augmentant le hanchement. Vous savez, c'est un moyen qui a été souvent utilisé par les artistes de la Renaissance pour donner plus de vie à leur modèle. Donc il a appris un peu ça, mais lui, il l'a mis en image. Donc, j'insiste sur le fait que cette vidéo augmente le ressenti de la réalité. Et vous allez voir que cette présentation est complétée par une autre présentation où le corps est également impliqué.
Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que dans la deuxième partie de la vidéo que vous venez de voir, plusieurs performeurs donc répètent inlassablement ce geste de destruction. Il y a ici une sorte de dialogue entre la technique, donc la vidéo, et le vécu des performeurs. Le tout est également immersif, parce que comme vous avez vu, le spectateur évolue dans l'espace qui génère un malaise et un sentiment d'inquiétude, de tragédie. Voilà. Alors bon, ça c'est un peu les pionniers. Et maintenant, on peut considérer qu'est-ce que font les jeunes. Alors j'ai pris deux exemples pour ça. J'ai pris un exemple de la dernière biennale de Lyon qui s'est terminée en janvier de cette année avec une artiste qui est franco-calédonienne et qui s'appelle, c'est son nom d'artiste, Chivée la Multiple, et qui est née en 1990, et son objet, c'est à la recherche du ligneux aux confluences des eaux. À vous de savoir ce que ça veut dire. Hein. Mais bon, n'empêche que... alors là, tout à l'heure, vous avez vu que les vidéos étaient sonorisées. Celle-ci, elle ne l'est pas. On voit, disons, à la fois l'objet qui tourne et la vidéo dans le silence. Nous regardons dans le silence. Alors quand même, si vous voulez, l'objet de ce travail, c'est pour répondre disons, à ce que voulait cette 17e Biennale de Lyon, qui était intitulée « Les voies du fleuve » et qui invitait les artistes à évoquer, à interroger, à poursuivre le sujet des relations qui se nouent et se délient entre les êtres et leur environnement. Voilà. Et pour ce projet, elle prenait appui sur la géographie naturelle et humaine du territoire, sur l'esprit des nouveaux lieux de la Biennale. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans cet art contemporain, l'environnement est important. On ne voit pas ça sur un livre, on voit ça dans un lieu. Alors, à la Biennale de Lyon, donc, il y avait plusieurs lieux avec des artistes, des jeunes artistes pratiquement inconnus, et qui mettaient leurs œuvres, il n'y avait pas évidemment que des vidéos, il y avait des ceintures, mais qui mettaient leurs œuvres en interaction avec l'environnement. Entre autres, il y avait un ancien dépôt de locomotive. Donc, voilà, ça c'était là, ça c'est vraiment... Deuxième exemple aussi, c'est de la dernière biennale de Venise de cette année, d'un franco-caroubéen qui occupait le pavillon français à la biennale. Alors, lui, c'est son monde abyssal. Alors, le titre de son travail, je l'ai écrit ici. Je n'ai pas tout à fait compris ce qu'il voulait dire, mais Attila, bon, je ne vais pas vous le lire, vous voyez, bon, c'est assez quand même... Bon, alors là, si vous voulez, l'objet de la biennale, c'était les étrangers partout. Hein, resituer ça un peu dans le contexte général. Et là, il y avait en fait énormément d'artistes, il y avait 331 artistes venus du monde entier. Mais ça, c'était donc le représentant du pavillon français. Vous allez voir que l'image projetée, l'image vidéo, est mélangée à la fois à une animation générale et également le spectateur pénètre dans l'œuvre.
Alors dans cette biennale, il y avait quand même, si vous voulez, trois types de figures qui étaient représentées et qui avaient été voulues par le commissaire, qui était pour la première fois un commissaire du ministère Sud, c'est un Vésibien. Je cite, c'est-à-dire, je veux le mettre en évidence donc trois types de figures. L'artiste tiers, c'est-à-dire bizarre, faisant partie des minorités, persécuté ou hors de la loi. L'outsider, qui habite les marges du monde de l'art, tout comme l'autodidacte. Et également l'artiste indigène, et là je vous ai évoqué par exemple un artiste, bon, il était franco-martiniquais, mais indigène, souvent traité comme un étranger dans sa propre contrée. Donc il a voulu mettre en évidence, alors évidemment c'est un peu pour choquer évidemment, hein, ces mouvements de pensée. Alors on va prendre un autre, ça nous amène si vous voulez à un autre point, hein, sur les performances. Et évidemment les performances, il y en a énormément, et donc j'ai voulu simplement axer ça sur le corps impliqué. Donc je reviens à mon schéma, hein. Donc on a vu à gauche tout à l'heure quelques installations. Bon, tout ça c'est les mêmes années, aux alentours de 1960, avec 4 artistes, une brésilienne, un groupe d'artistes venant de Lituanie, une allemande et un sud-africain. Donc le corps est impliqué. Alors vraiment essayons de définir qu'est-ce qu'une performance. Ben, vous l'avez ici, hein. C'est une action comportementale entreprise par un ou plusieurs artistes face à un public, d'où le corps impliqué presque d'une manière systématique. Donc, l'œuvre peut être présentée en solo ou en groupe, être accompagnée d'éclairage, de musique ou d'éléments visuels réalisés par l'artiste, seul en collaboration et promis dans des lieux les plus divers. Également, la performance nécessite un lieu. Et vous allez voir, dans le premier exemple, le lieu était tout à fait bien défini. Donc, la performance peut n'être exécutée qu'une fois ou réitérée d'une manière, cyclique. Bon, c'est un médium où la tradition artistique interdisciplinaire qui trouve son origine dans les pratiques artistiques avant-garde de la première moitié du XXe siècle, comme le futurisme, hein, Dada, le surréalisme ou l'école de l'art. Donc, comme je voulais signaler tout à l'heure, Yves Klein a été donc un des promoteurs de ce part, et ce que vous allez voir comme exemple de performance j'ai filmé donc à une ancienne biennale d'art contemporain de Lyon il y a une dizaine d'années. Donc c'est là où Klein disait qu'il relançait l'art avec des gestes et des actions. Et donc, il a vu, disons, cet art tout à fait informel. Donc, il y a donc un engagement physique de l'artiste, mais qui peut déléguer, si vous voulez, cet engagement à d'autres personnes, comme vous allez le voir. Donc, performer, c'est donc réaliser une action éphémère, responsable, et beaucoup d'artistes convoquent l'homme, donc, au centre de cette action. C'est ce qu'avait fait Marina Abramovic, donc qui est une Serbe, née en 1946, et c'est elle qui a, impliqué non pas par délégation sur le corps d'un autre ou d'une autre, mais sur son propre corps, elle a utilisé son propre corps pour exprimer, disons, ses performances et ce qu'elle met. Donc, premier exemple, donc c'est le travail de Laura Lima, qui certainement s'est inspiré des anthropométries d'Yves Klein. Hein, c'est-à-dire, le corps est à la fois objet et moyen d'expression, le pinceau. Donc, corps, objet, mot-là, que vous allez voir dans cette présentation, donc, qui remet en question notre perception du quotidien et montre l'absurdité inhérente à l'apparence. Et voilà, je vais vous montrer, après je vous dirai 2-3 mots dessus.
Laura Lima présente des œuvres jouées. Puxador, c'est-à-dire le tireur, défie l'ordre donné. Enserré dans des liens, dans une lutte sans relâche, il tire sur les poteaux du bâtiment de la sucrière. Tout un symbole pour une Brésilienne, pour le détruire. C'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer, où tout concourt à cette lutte. L'homme, le spectateur qui peut être voyeur, l'architecture, le bâtiment et le bruit rythmé des liens. L'éclairage est tamisé, confidentiel. On est dans l'intime et on détruit des choses, on détruit l'ordre, non pas avec des bombes, mais avec la fragilité de l'homme contre des certitudes. L'homme est blanc, c'est-à-dire en principe civilisé. C'est donc consciemment qu'il engage ce processus sans fin. Là, le lieu, c'était la sucrière. Donc, c'était à Lyon, un endroit où on stockait le sucre, comme son nom l'indique. Donc, c'était aussi une gageure pour cette brésilienne, où le sucre est quand même quelque chose d'important. Autre exemple, c'est un exemple un peu plus compliqué. C'est un opéra performance qui a reçu le Lion d'Or à Venise en 2019. C'est un opéra performant de 8 heures, présenté chaque samedi, sans interruption, et ce durant les 6 mois de la Biennale. Et c'est disons, une performance chantée avec des textes qui sont axés sur l'écologie, la mythologie de la mer, avec des écrivains européens, comme par exemple Marie Tariussec. Et la musique est une musique européenne aussi, composée par un Lituanien. Donc la thématique de cet opéra, que évidemment, avec mon épouse, nous n'avons pas regardé pendant 8 heures, on a regardé une partie. Donc la thématique générale est axée sur la dégradation de notre environnement laissé au hasard, à l'abandon. Les plastiques, la sariante, les baignades, disons, le laisser aller, sont les nœuds de notre façon actuelle de vivre. Donc c'est une manifestation aussi contestataire, comme celle que nous avons vue antérieurement. Donc nous, spectateurs, on est aussi voyeurs. Tout à l'heure, on était voyeurs. Et là, nous, on est sur, disons, la salle où se passe, disons, la performance. C'est une salle un peu plus grande que celle-ci. Et nous, on est sur une sorte de balcon au-dessus. Donc, on regarde, on est témoin. On ne fait rien, on est témoin. Alors, ce sont des chanteurs d'opéra qui sont là. Mais quand on est spectateur, bon, ici on est témoin, mais quand on voit les spectacles, ça fait quelque chose quand même. Voilà. Autre exemple, c'est d'une jeune aussi, artiste, qui est née en Allemagne en 1978 et qui, elle, essaie de montrer le panorama effrayant de notre environnement. Et c'est musicalisé comme un opéra, parce que là, le son est important, comme on vient de voir. Et le titre révèle la complexité de ces
performance qui est plus rapide, elle dure 5 heures seulement, hein, donc pas 8 heures. Donc c'est sur Faust, hein, qui est un personnage errant et insatisfait, etc. Et pour faire vivre son projet, l'artiste n'est pas présent, mais elle communique avec les performeurs en utilisant des smartphones. Donc, on ne demande pas aux spectateurs d'assister au début ou à la fin de la performance, mais on demande aux spectateurs d'être dans la performance. Hein. Vous avez vu, les 2 premiers exemples, les spectateurs ont été comme témoins. Là, il est dans la performance, il est acteur. Alors, si vous voulez, cette contestation, on la trouve un peu partout. Donc, vous avez vu les contestations avec des humains, des vrais humains, entre guillemets. Mais il y a également des contestations où le corps humain est mis en évidence, mais c'est mis en évidence, par exemple, avec des dessins. Et à l'UMA, à Arles, il y a pratiquement en permanence une exposition d'un artiste sud-africain qui s'appelle William Kendrick et qui jongle à la fois avec le passé, la négritude d'Aimé Césaire, mais les oppositions des peuples, il mêle le collage, les vidéos, les archives, et aussi avec des idées qui viennent à la fois du dadaïsme, du bouddhisme, sans oublier le surréalisme. Donc, l'extrait que je vais vous montrer, qui est très court, c'est une sorte de parade, qui s'appelle jouer la danse plus doucement. C'est une parade sans fin, une errance hasardeuse accompagnée par une bande sonore créée également par un Africain, sorte de danse macabre et envoûtante, amenant à adopter une posture réflexive sur l'injustice et l'humanité. En conclusion, on peut observer que si les œuvres de Soulages ou de Viala, les exemples que vous connaissez bien qu'abstraites, sont élaborées à partir d'éléments physiques, hein, la lumière, la nature, la lumière, les couleurs, hein,
il y a souvent une progression dans la pensée des artistes qui abordent des sujets qui relèvent de l'immatérialité, de la pensée pure, intellectualisée parfois à outrance, mais qui ne sont pas étrangers aux problèmes sociétaux actuels. Donc, à travers ces exemples, on peut tenter de dégager quelques idées porteuses qui caractérisent certains aspects des méandres et des tourments exprimés par l'art contemporain, pas toujours dénué de poésie, mais souvent habillé de réflexions autour de l'homme intégré dans son environnement. Alors bon, je résumé quelques grands points, et on peut toujours se demander comment les jeunes créateurs, en fait, voient-ils ou envisagent-ils l'avenir d'avenir. Et là, j'ai pris 2 exemples. Je reviens à la Biennale de Lyon, donc avec, disons, quelques tableaux que je ne vais pas, le temps passe, que je ne vais pas vous analyser, mais où la peinture, quand même, était présente. Il y a des petites installations de vidéo, il y a des petites installations de la peinture. Mais si vous voulez, pour quelqu'un qui veut aborder l'art contemporain, on est moins démuni que quelque chose qu'on a vu, par exemple, à la Biennale de Venise, où là, c'était quelquefois très ambigu à comprendre. Hein. Alors voilà quelques images que je veux vous montrer. Et pour finir, je vais vous montrer aussi une image qu'on a perçue récemment, parce qu'au MoCo de Montpellier, que je vous encourage aussi à voir, il y avait, disons, une exposition d'une collection d'un mécène, hein, Laurent Dumas, qui, lui, dans sa collection, a privilégié le tableau, plus que l'installation ou la performance. Et là, je vous ai montré deux tableaux, en fait. Un d'Alain Jacquet, qui est décédé il y a quelque temps, et qui reproduisait des séries de graphies de tableaux célèbres. Ici, il met en scène ses contemporains dans le déjeuner sur l'herbe, composition évidemment que vous connaissez. Et en dessous, j'ai voulu aussi vous montrer un tableau qui date de 2016 de Bruno Paramant. Bruno Paramant, c'était des œuvres, disons, c'est un artiste qui pose des questions, mais avec de la peinture traditionnelle, et je n'ai pas le temps, évidemment, d'analyser ce tableau. C'est un de ces qui date des années 2016, et qui s'appelle le Lazare. Donc à partir de ça, on peut, si vous voulez, prendre le Lazare de l'Évangile, donc le pauvre qui ressuscite, etc. Et je vous ai cité ici un texte, si vous voulez. Là, on n'a pas besoin de certitude, disait Nietzsche. Il n'a pas à se préoccuper de savoir où il va. Il va vers son but de lui-même et simplement parce qu'il est porté à s'élancer, à se déclarer. Et j'ai également cité trois phrases de Malraux parce que j'aime bien la réflexion que faisait Malraux. Et également une observation qui m'avait un peu fasciné. Quand j'ai pris la photo il y a quelques jours, juste avant la fin de l'exposition au MoCo, j'étais fasciné par ces 2 jeunes devant ce triptyque, et ils sont bien restés un quart d'heure devant ce tableau, si ce n'est plus, à discuter, dont je n'ai pas pu comprendre ce qu'ils disaient, mais pour essayer de comprendre ce que voulait dire ce tableau. J'ai trouvé ça extrêmement sympathique de voir des jeunes s'intéresser quand même à des représentations d'art contemporain. Voilà, je vous remercie. Merci.